Si le chapitre 1138 avait fait beaucoup de bruit au niveau du lore, cette semaine c'était le tour des rapports de force. Et quand tu apprécies les deux aspects de l'œuvre, tu en profites deux fois plus. Analysons tout ça dans le vrai, la patience et la bonne humeur, et n'hésite surtout pas à devenir mon 2000e abonné. Sur ce, il faut adresser l'éléphant dans la pièce, Scopper Gaban. En présentant Gaban comme quelqu'un qui rivalisait avec Rayleigh dans certaines traductions et pouvait faire jeu égal avec Rayleigh et Roger, j'ai même pu lire une traduction qui disait carrément qu'il y avait égalité avec les trois. Eh bien, le 1139 a créé un effet domino à sa sortie qui a affecté non seulement la perception du narratif de Sanji, je te parle évidemment de son potentiel d'évolution en tant que combattant, mais au niveau des agendas, si on prend les dires des géants au premier degré sans aucune analyse critique et appréciation pour la nuance, au niveau du portrait, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Mais c'est surtout Garp, Barbe Blanche et même Bogart si on veut vraiment qui vont en bénéficier le plus. Alors pouce bleu pour la vérité qui s'apprête à être révélée dans quelques instants, mais on va commencer pour le plaisir avec les implications que ça aurait eu si Gaban, Rayleigh et Roger étaient réellement à égalité. D'abord, pour Barbe Blanche, ça sous-entendrait que le mec qui s'est battu plusieurs fois avec Roger et son équipage, même avant l'arrivée d'Oden Kozuki, menait des combats qui finissaient à égalité contre 3 Roger. Mais quel homme! Quel homme ce Barbe Blanche! Que des enfants avec lui, que des rookies. On comprend bien que Rayleigh pouvait jouer avec Marco à cette époque. Cela voudrait dire que Barbe Blanche non seulement contrôlait le terrain contre 3 Roger, et avec Garp, qui je rappelle a coincé Roger à maintes reprises, mais ne l'a jamais capturé. Eh bien, tu m'étonnes qu'il n'ait jamais capturé. Contre 3 Roger, c'est déjà impressionnant que le mec soit parvenu à pousser Roger dans ses dernières cordes. Ce statement, cette déclaration, prendre ça au premier degré, c'est fatal pour les pro-Roger, mais c'est surtout une dinguerie qui n'est pas cohérente du tout. Par contre, avec l'intro de Gaban, est-ce que cela va entraîner une réévaluation du niveau Roi des Pirates? Je l'espère parce que c'est ce que j'ai toujours dit, mais on va en parler plus tard. Maintenant, place à la vérité. Écoutez, les gars qui connaissent bien mes avis, vous savez qu'interpréter cette page de manière littérale au premier degré arrangerait mes propres agendas. Interpréter l'introduction de Gaban pour amplifier la légende de Barbe Blanche et son palmarès, pourquoi pas? Un personnage, vous le savez, que j'aimerais bien que la commu reconnaisse comme le plus fort. Je me dois par contre de prendre une approche plus objective parce que c'est de là que vient mon réel plaisir à faire ce genre de vidéo. Et donc, une égalité parfaite entre Roger, Rayleigh et Gaban en termes de force ne pouvait simplement pas exister. La scène dans l'anime avec Gaban et Oden suggère déjà que Gaban n'est pas significativement plus fort que Oden à ce moment-là. Étant donné que Roger avait facilement bougé Oden, il est peu probable que Gaban soit au même niveau que Roger. Si on veut me parler d'anime, le studio n'aurait jamais donné le feu vert pour animer une telle scène si Gaban devait être au même niveau que Roger. Est-ce que ce serait même logique que 3 Roger aient besoin de piquer les poneglyphes de Lin en douce, avec un Katakuri comme second pour Big Mom, même pas à son prime, et donc, avec une évaluation objective de la chose, force est d'aller plus loin dans notre interprétation, sans même avoir besoin d'attendre la trad officielle. Tout est là. Il faut maintenant recontextualiser les déclarations des géants pour mieux les aligner avec le narratif de l'œuvre. Le premier statement explique que Gaban rivalisait avec Rayleigh dans la première traduction. Rivaliser entre guillemets dans ce contexte-là, de la manière que je l'ai compris, impliquerait un sentiment de respect et de proximité en termes de force plutôt qu'une égalité absolue. Certaines personnes ne vont pas vouloir l'accepter parce qu'ils aimeraient que Sanji et Zoro aient exactement la même force, donc vont vouloir utiliser Scopper et Silvers pour leur agenda, mais ceci peut être intelligemment illustré par une analogie. En compétition, prenons le bronze, Copper versus l'argent, Silvers. Le vainqueur de la médaille de bronze rivalise factuellement avec le vainqueur de la médaille d'argent. Bien que l'argent soit supérieur au bronze, ils partagent tous deux un statut, un respect et un niveau similaire d'athlétisme, plutôt que d'être exactement égaux. En regardant à quoi ressemble un podium, cette analogie devrait transmettre efficacement cette idée. Comme mentionné dans ma vidéo « Les rapports de force pour les nuls », il est important de prendre ce genre de déclarations, de statements de manière nuancée et toujours les appliquer au contexte de leur situation, que ce soit dans l'œuvre ou les databooks, pour bien faire ces rapports de force. La force de Gaban est certes impressionnante, mais pas forcément au même niveau que celle de Rayleigh et encore moins celle de Roger. La dynamique entre Gaban et Rayleigh porte davantage sur le respect et statut partagé au sein de l'équipage que d'une égalité exacte.
Gold Roger en tant que capitaine, il est au-dessus des deux autres, Silvers Rayleigh en tant que bras droit et Scooper Gaban en tant que bras gauche. Mais tous deux partagent la vedette. Tous les deux sont sur le même podium, bien devant le reste de leur équipage. J'aimerais aller encore plus loin au sujet des statements qui, je trouve, mériteraient leur propre vidéo, mais ce que je vais dire dans celle-ci, c'est que les déclarations des PNJ doivent être considérées comme des impressions générales plutôt que des évaluations précises faites au peigne fin. Le contexte est crucial lors de l'interprétation de ces déclarations pour éviter toute mauvaise interprétation. Pour un PNJ, il est tout à fait acceptable de penser que Zoro est plus fort que Mihawk après les 2 ans. Pour un fan des rapports de force qui veut être pris au sérieux, absolument pas. Un PNJ a le droit de ne pas connaître la réelle différence entre Roger, Rayleigh et Gaban, car contrairement au lecteur, il ne va pas bénéficier de quoi? Il ne va pas bénéficier du narratif. Nous les lecteurs devons être capables de voir les clins d'œil de l'auteur. L'or est supérieur à l'argent et l'argent est supérieur au bronze. Je vous donne en exemple les PNJ qui disaient tout bonnement que Big Mom c'était une sorte de deuxième Kaido. Ils avaient raison et tort à la fois. Parce que quand tu lis l'œuvre, tu as accès au combat du toit et tu peux voir la différence des portes réelles et même par après tu comprends que même si Kaido avait sous-estimé Law et Kid, jamais il n'aurait perdu comme Big Mom. Lorsqu'on entend des samouraïs dire que Big Mom et Kaido c'est pareil, ou des gens dire que Rayleigh, Roger et Gaban c'est pareil, de telles déclarations véhiculent un sentiment général de force et de statut, plutôt qu'une équivalence exacte sur leur puissance. En tant que power scaler, il est essentiel de prendre en compte les nuances de langage, du contexte et des perspectives des personnages pour construire une compréhension plus précise des rapports de force. Après, on va pas se mentir, moi je suis hypé de fou pour Gaban et son potentiel dans l'arc d'Elbaf. La force de Gaban est certainement comparable à celle de Rayleigh, ça c'est un fait. Et le parallèle avec les chapeaux de paille est certainement intriguant, mais il faut faire attention à ne pas trop dépendre des parallèles directs pour évaluer les rapports de force entre nos protagonistes, surtout avant la fin de l'histoire. Le personnage de Zoro par exemple, je trouve qu'il résonne davantage avec la personnalité de Roger plutôt qu'avec celle de Rayleigh pour l'instant. Quant à Luffy, la possession du pouvoir de Nika le distingue clairement de Roger. Par contre, il faudrait être d'une mauvaise foi absolue pour nier que l'introduction de Gaban, faite de cette manière, n'est pas rassurante pour la croissance et le potentiel de Sanji. Ça laisse entendre qu'il restera un acteur clé aux côtés de Luffy et de Zoro, et ce jusqu'à la fin de l'histoire en termes de combat, et ça c'est une réelle victoire pour ses fans qui se battent constamment contre les pro-Jinbei ou Yamato. Même les pro-Zoro, vous les connaissez tous, les allégations du numéro 4, bref, vous savez de quoi je parle. Rappelons-nous simplement qu'Oda a tendance à maxer les personnages, moquer ou sous-estimer, c'est lui-même qui l'a dit en SBS, le plus on dit qu'un personnage sera faible, le plus je veux qu'il soit fort. Concernant le concept niveau roi des pirates, j'en avais parlé en vidéo, mais j'espère avancer un argument plus convaincant avec la sortie du 1139. L'idée que Roger soit un dieu intouchable est effectivement grotesque. Le même qui est sorti sur Roger, le roi des égalités, The King of Equals. Le roi des égalités, bien qu'humoristique, souligne l'importance de réévaluer la force et le statut du personnage. Oui, c'était un GOAT parmi les GOATs, mais cette idée qu'il pouvait se prendre 2 Yonko sans transpirer doit vraiment cesser. On peut remercier ce foutu théorème de Jabura, mais là on comprend clairement. Le chapitre communique que la dynamique qui existait entre Roger et ses ailes est la même qui existait entre Luffy, Zoro et Sanji avant l'ellipse. Il faut également reconnaître un jour que Garp et Barbe Blanche ont tous les deux pu pousser Roger dans ses retranchements, d'accord? Il n'y a pas besoin d'excuses. Et c'est pas une mauvaise chose, ça humanise Roger et crée un récit plus équilibré. On peut aussi maintenant parler de Sengoku, un autre personnage qui s'assoit à la table de toutes ces légendes. La relation de Sengoku et de Garp est clairement comparative à celle de Scooper et de Rayleigh. Pour la suite de l'arc, est-ce que Scooper aura la chance de nous montrer son prime ou restera-t-il dans les ombres? Lorsqu'on a vu Rayleigh la première fois, il a pu participer au combat. Je pense que pour Scooper ce sera pareil, mais en bonus, le personnage de Bunny pourrait nous permettre de voir le bouffeur de montagne à son prime. Comment rejoindre Scooper et Bunny? Eh bien Shamrock, le rat, il veut s'en prendre aux enfants. Shamrock, une fois encore, laisse les gosses tranquilles. On sait qu'il va revenir avec un autre allié, un autre chevalier divin, ou peut-être Aramaki, l'homme forêt qui affronterait l'homme à la hache et qui créerait un parallèle avec Rayleigh et Kizaru. Bref, peu importe l'adversaire que Shamrock va ramener, il pourrait peut-être avoir le dessus sur Gaban jusqu'à ce que Bunny intervienne, qui sait.
Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.